Voici Georges. Georges aime tellement les pommes de terre qu'il en cultive dans tout son jardin. Voici Isa. Isa, elle, adore les tournesols, car ils peuvent être transformés en carburant, et qu'en les mettant dans sa voiture, elle participe à la lutte contre le changement climatique. Alors, Isa conseille à Georges de cultiver des tournesols destinés à produire des agrocarburants. Mais maintenant que Georges ne cultive plus de pommes de terre, il doit en acheter au supermarché. Désormais, quelque part sur la planète, un agriculteur doit trouver des terres pour cultiver un peu plus de nourriture, parce que Georges fait pousser des tournesols pour sa voiture. Mais où va-t-on chercher ces surfaces supplémentaires ? Aujourd'hui, des forêts tropicales sont détruites pour trouver des terres cultivables, et la disparition des forêts est une cause majeure du changement climatique. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'agriculteurs comme Georges et Isa, et que si rien ne change, la production européenne en agrocarburants mobilisera une surface équivalente à 2 fois la taille de la Belgique en 2020. Les experts appellent cela changement d'affectation des sols indirects, ce qui signifie que pour fabriquer des agrocarburants en Europe, des forêts sont détruites dans d'autres pays pour produire la nourriture dont nous avons besoin, ce qui aggrave le changement climatique et accapare les terres des paysans du Sud. Des paysans du Sud décident de récupérer les 20 millions d'hectares de terre qui leur avaient été spoliés. Vous y croyez, vous ? Je suis une agricultrice brésilienne. Je suis une agricultrice du Mozambique. Je suis un agriculteur du nord-est de l'Inde. Je suis une agricultrice de la région du Sahel au Sénégal. L'année dernière a été très dure car la plupart des agriculteurs sont partis pour travailler dans les plantations d'agrocarburants. Moi, je suis restée pour cultiver du riz et du maïs. Les agrocarburants, ça ne se mange pas, mais le riz et le maïs, ça se mange. Vraiment, les agrocarburants, ce n'est pas une solution pour nous. Et si les paysans du Sud récupéraient leurs terres ? Cette action symbolique que Peuple Solidaire a mis en scène aujourd'hui à Paris sur le Champ de Mars a lieu dans 4 pays en même temps, au Danemark, aux Pays-Bas, en Italie et en France. On a voulu vous montrer une action incroyable, que tous les paysans du monde récupèrent leurs terres. Non pas pour y faire pousser des agrocarburants, mais pour y planter de la nourriture, pour lutter contre la faim. On estime que d'ici 2020, si les objectifs sont tenus en matière de production d'agrocarburants, ce sont 600 millions de personnes en plus qui souffriront de la faim dans le monde. C'est plus que la population de l'Union européenne et c'est inadmissible. Cela, les dirigeants européens le savent. Et pourtant, ils ne font rien pour changer leurs objectifs. Nous leur demandons de mettre un moratoire sur la production et les investissements dans les agrocarburants. Vous voulez agir ? Rendez-vous sur notre site internet www.peupleSolidaire.org et devenez signataire des appels urgents. La culture des agrocarburants a de lourdes conséquences sur la quantité de nourriture disponible pour les populations des pays du Sud. Les entreprises européennes ont déjà acquis plus de 5 millions d'hectares de terre dans les pays du Sud pour la production d'agrocarburants industriels. Le phénomène de l'accaparement des terres est un phénomène qui s'est accéléré depuis la crise alimentaire de 2008. C'est un phénomène qui est devenu un phénomène très grave dans un pays comme le Mali, où en l'espace de quelques années, on a vu presque 700 000 hectares cédés par le gouvernement, soit à des sociétés étrangères, soit à des États étrangers, ou alors soi-disant à des investisseurs nationaux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce phénomène d'accaparement des terres se situe en droite ligne des politiques néolibérales. Parce que qu'est-ce qu'on veut faire croire? C'est que les paysans sont incapables de nourrir. C'est ce qui a été globalement sorti après la crise alimentaire au niveau des gouvernements. Donc il faut accélérer le processus de production alimentaire. Mais si cela était vrai, je pense que ce sont ces mêmes politiques
qui ont été mis en œuvre depuis plus de 30 ans par la Banque mondiale et le FMI, mais qui n'ont pas permis de nourrir nos pays. Donc ce n'est pas en donnant les terres à des intérêts étrangers qu'on va améliorer le problème de l'alimentation. Surtout que la crise alimentaire a prouvé que chaque pays qui a laissé le marché gérer son alimentation était un pays extrêmement vulnérable. Donc c'était le moment de renforcer l'agriculture locale, investir dans l'agriculture familiale pour permettre de produire plus et mieux et afin de nourrir le pays. Mais c'est le moment où on a choisi de donner les terres à des États qui ont des problèmes d'alimentation. Quand des États comme la Libye, qui n'ont pas d'eau, qui ont des terres totalement improductives, viennent prendre 100 000 hectares de terres au Mali, ce n'est pas pour produire de l'alimentation pour les Maliens. Ça, c'est évident. Donc pourquoi l'État malien cède les terres les plus productives et les seules terres irrigables du pays à des intérêts étrangers, des pays qui ont besoin de produire plus de leur alimentation? Donc c'est ça que nous dénonçons. Mais ce qui est clair, c'est que tout cela provient donc d'un phénomène, de perte de contrôle sur l'élaboration et la mise en œuvre des politiques au niveau national. C'est-à-dire que toutes les idées qui conditionnent nos politiques sont dictées de l'étranger. Je donne comme exemple, c'est le président de la République en personne qui décide de donner les terres à l'EFE du Niger. Ce qui pour nous est totalement anachronique. Et le rôle d'un chef d'État, ce n'est pas de donner des terres agricoles. Ce n'est pas son travail. Et il y a des règles de gestion de ces terres qui appartiennent à l'État malien, entre guillemets, qui est un contrat de gérance, qui est un décret, qui est mis en œuvre, qui est presque une loi, qui donne les règles de bonne gestion de ces terres-là. Mais ces règles sont bafouées aujourd'hui complètement parce que le président de la République s'est doté sur l'insistance de la Banque mondiale d'un conseil présidentiel de l'investissement. C'est quoi ce conseil présidentiel de l'investissement? C'est un mécanisme qui est mis en place pour accélérer, soi-disant, le processus d'investissement dans nos pays. Ça existe au Mali et ça existe dans beaucoup de pays en Afrique. Et ce sont des créations de la Banque mondiale. Et qu'est-ce qu'on fait à ce niveau? Donc ce sont des chefs d'État qui vont prendre des super managers, c'est-à-dire des jeunes diplômés sortis des universités américaines, complètement hors sol, qui ne connaissent rien des réalités de nos pays, simplement parce qu'ils ont fait des études en management ou dans d'autres domaines aux États-Unis. On les prend et on vient en faire des conseillers du président de la République pour l'investissement. Donc tous ceux qui viennent, même quand vous venez avec l'argent de la drogue, c'est-à-dire il faut venir simplement dire que vous avez de l'argent, on vous ouvre des boulevards. Donc ça c'est extrêmement dangereux. Parce que nous on pense que même demain, l'argent de la drogue peut prendre le contrôle du pouvoir dans notre pays. Parce qu'on ne regarde plus, on ne cherche pas à comprendre qui vient. Tous ceux qui viennent avec de l'argent peuvent trouver un véritable boulevard devant eux. On les ouvre toutes les portes, on leur donne de la terre de façon extrêmement légère, sans aucune transparence. Donc ça, c'est des choses que nous ne pouvons pas accepter. Et surtout pour le problème de la terre, ce sont des êtres humains qui vivent sur ces terres-là. Il y a des milliers de villages, il y a des millions de personnes qui ont toujours existé. Des éleveurs, des pasteurs, des agriculteurs, des pêcheurs qui sont sur ces territoires depuis des millénaires. Ils ont des droits. On ne peut pas nier leurs droits. Donc c'est pour cela que nous nous sommes mobilisés. Nous avons fait une grosse mobilisation le 22 novembre dernier pour montrer que nous ne pouvons pas accepter, nous n'accepterons jamais. Au Katanga, dans la province de Katanga, Tank Fungurume Mining Company, qui a pris 80 collines minières, des mines, pour 99 ans d'exploitation. Quand vous arrivez sur le terrain, vous verrez que des paysans sont en train de prendre de l'alcool au lieu d'aller travailler parce qu'ils n'ont pas de place. Donc ce sont des cas que je peux prendre au Bandundu, dans la province de Bandundu. Il y a aussi une compagnie appelée Forestcom pour l'exploitation de bois. Et dans ces espaces-là, les paysans n'ont pas l'accès à la terre. Et je crois que cela n'est pas seulement le cas du Congo, je crois que c'est à travers le monde où les paysans sont exclus de leurs terres. Pour moi, il n'y a pas d'autre terme. L'accaparement des terres, c'est du banditisme d'État. Et il faut le traiter comme du banditisme. Parce qu'il s'agit d'accaparer, de prendre la seule ressource qui reste pour les plus pauvres, pour les donner à ceux qui ont déjà trop, ceux qui sont déjà extrêmement riches. Et ce n'est pas acceptable. Les modalités de gouvernance pour manage resources et Je m'appelle Iba Marfaï, je suis sociologue, je travaille à l'IPAR. C'est une structure de recherche qui signifie Initiative Prospective Agricole et Rurale. Actuellement, comme on en a fait cas tout à l'heure au niveau des présentations, on est dans un moment où dans le monde, plus particulièrement dans les pays africains et sud-américains,
tout un ensemble de phénomènes est en train de se passer. Il y a eu ce que certains appellent l'accaparement des terres et d'autres l'acquisition des terres à grande échelle, qui consiste au fait que de grandes puissances ou des privés étrangers viennent dans ces pays-là du Sud pour accéder à la terre, pour pouvoir produire et exporter dans leur pays d'origine. Donc c'est un phénomène qui est là depuis quelque temps et qui commence à prendre des proportions inquiétantes au niveau de ces pays-là. Plus particulièrement en Afrique de l'Ouest, au Sénégal également, on commence à percevoir ces phénomènes-là. Et il y a de plus en plus d'entreprises qui viennent des pays du Golfe, de l'Europe ou de l'Asie, qui viennent ici pour s'implanter et travailler dans le domaine de la production agricole. Si on prend le cas du Sénégal, on se rend compte qu'il y a plusieurs types d'acteurs. Il y a, comme on l'a dit tantôt, les États qui viennent, tels que l'Arabie Saoudite, tels que le Qatar et autres qui arrivent dans le marché. Il y a effectivement des multinationales qui viennent également, qui parfois contractent avec des nationaux dans le cadre de ces exploitations-là. Mais effectivement, on se rend compte que ça se passe la plupart du temps dans les zones où il y a de l'eau. C'est pour cela qu'on disait tantôt que c'est à la fois une pression sur les terres et une pression sur les ressources également, parce que si vous prenez le cas du Sénégal, c'est surtout dans la zone de la vallée que ça se passe, avec les ressources en eau qui sont tellement utilisées. Et là également, ça pose un problème dans les perspectives agricoles du Sénégal et éventuellement pour les populations locales réceptrices de ces projets-là. Et comme on le disait tantôt également, il est un peu difficile à l'état actuel de faire un état des lieux très exhaustif sur la question, parce que c'est des phénomènes autour desquels tourne une très grande opacité. Il y a une très grande opacité, donc ce n'est pas toujours facile d'accéder à ces informations-là. C'est simplement sur quelques cas précis qu'on parvient effectivement à mettre la main sur les protocoles d'accord, à mettre la main sur beaucoup d'informations par rapport à ces acquisitions de terres à grande échelle. Nous savons effectivement que dans le temps, c'était plus pour des exploitations légumières et autres, mais de plus en plus, ça tend à être des exploitations céréalières pour effectivement satisfaire les besoins alimentaires de ces pays étrangers qui viennent au niveau de nos sociétés. C'est ainsi qu'on voit aujourd'hui, par exemple au Sénégal, des projets pour l'Arabie Saoudite d'exploitation de riziculture. On en voit également pour le maïs qui est en train d'être exploité dans certaines zones de la vallée du fleuve Sénégal. Et effectivement, des projets même plus ou moins actuels sur de probables exploitations d'arachides et autres. Voilà de manière ramassée la situation actuelle au Sénégal. Et effectivement, en plus de la vallée du fleuve Sénégal, il y a une zone tout à fait au sud qu'on appelle la vallée de l'Anambé également, où de plus en plus également on commence à sentir ces phénomènes-là. L'autre aspect, c'est que ce n'est pas forcément pour des exploitations agricoles. Il y a également le tourisme parfois et d'autres activités économiques qui ne sont pas forcément l'agriculture, qui sont développées dans ces cas d'accaparement. On a parlé tantôt de ce projet-là d'un Espagnol au niveau de la zone est du Sénégal avec 80 000 hectares. Mais ça, c'est un projet pour le tourisme et d'autres activités touristiques de ce genre. Donc on voit effectivement que le phénomène actuellement prend des ampleurs et qui nécessite en tout cas que les mouvements sociaux se mobilisent par rapport à cela. On a des chiffres effectivement, mais le problème avec ces chiffres, c'est que, et c'est là le problème de toute la recherche, parce que nous sommes en train de faire la recherche sur ça, mais le problème c'est de pouvoir arriver à ces documents-là. On est informé par la presse par exemple, ou par certaines autorités qui font passer l'information, qu'il y a par exemple dans une certaine zone de la vallée, 5 000 hectares qui ont été affectés à des sociétés telles qu'Afrinvest pour l'exploitation des biocarburants, 100 000 hectares pour l'Arabie Saoudite. Mais jusque-là, personne ne peut te dire de manière effective qu'il a mis la mise sur les documents pour pouvoir vérifier la véracité et beaucoup de choses par rapport à ces informations-là. C'est ce qui bloque parfois la recherche dans ce cadre-là. On sait que des transactions s'opèrent. On sait qu'il y a des étrangers qui sont impliqués, des nationaux, des élus locaux qui sont impliqués partout, on le sait, mais il est très difficile de documenter cela et de mettre la main sur les informations précises pour pouvoir fonder un plaidoyer fort et aller vers les autorités et instaurer un débat qui puisse permettre de régler ce problème-là, du moins d'ouvrir d'autres perspectives. La société civile, pour ce qui est du Sénégal, est en train un tout petit peu de s'organiser par rapport à ce phénomène-là.
dans la mobilisation, dans la sensibilisation, mais surtout dans l'information. On est en train de documenter cela, de rassembler un tout petit peu toutes les informations qu'on a, parce que pour aller vers un débat avec les autorités, il faudrait avoir des arguments clairs, des preuves à l'appui pour pouvoir instaurer un débat gagnant-gagnant, win-win. Donc c'est ça le problème actuellement. On est en train de nous rassembler. On a eu des séances de rencontres avec au moins une dizaine d'associations qui sont sur la question. Et on est en train, avec le Forum mondial, de mobiliser, de sensibiliser les autres pour qu'ils viennent s'ajouter à nous et qu'on puisse en tout cas nous renforcer et porter les débats plus haut. On a organisé au moins 4 à 5 rencontres sur la question avec des ONG différents. Il y a Action Aid qui a participé, il y a des structures de ENDAP qui ont participé, il y a les structures de recherche qui ont participé, il y a les organisations paysannes qui ont participé. On est en train de mettre sur place un comité pour gérer cette question-là. Ça tarde, la sensibilisation reste, mais nous pensons effectivement qu'avec le temps, ça va se réaliser et que nous pourrons construire un pôle effectivement pour défendre les paysans, défendre les ressources par rapport à tous ces phénomènes-là qu'on voit dans nos terroirs. Nous travaillons sur l'accaparement des terres, mais on a écouté cet après-midi des gens qui travaillent sur l'accaparement des ressources halieutiques. Et on s'est rendu compte qu'on était apparemment dans les mêmes problématiques. Ils parlaient d'étrangers qui viennent avec des transactions plus ou moins nébuleuses. Nous, on en a rencontré. Ils parlaient de promesses non tenues dans le cadre de ces investissements. On en a rencontré. Ils parlent d'accords entre État et État qui posent problème. On en a rencontré. Et finalement, on s'est dit que le problème de l'agriculture est effectivement le même problème qu'est en train de vivre la pêche. Et c'est dans ce sens-là qu'on a voulu lancer un appel aux mouvements sociaux pour dire que le combat est le même. On n'a pas besoin de faire un plaidoyer pour le mouvement, pour les pêcheurs, un plaidoyer pour l'agriculture. C'est juste des biens qui sont là, qui appartiennent à la communauté, qui sont en train d'être dilapidés, qui sont en train de subir toutes ces transactions-là. Et donc, on doit parler d'une même voix et essayer de résoudre ces problèmes-là et de porter le débat au niveau des autorités avec les mêmes arguments, avec les mêmes dispositifs. Et nous pensons que cela peut bien se faire. Et je pense qu'on a beaucoup plus de chances à gagner dans une telle dynamique que de continuer à faire des initiatives disparates qui, en réalité, ne vont pas mener à grand chose. Et d'ailleurs, les protocoles d'habitude sont les mêmes. Et les accords autour qui fondent, qui sont le soubassement même de ces transactions d'habitude, ce sont les mêmes accords avec l'Union européenne, avec les ACP et autres. Donc pourquoi ne pas trouver un consensus et rassembler toute cette synergie-là pour aller dans un débat unique qui puisse permettre de régler une bonne fois pour toutes non seulement l'accaparement des terres ou l'accaparement des ressources halieutiques, mais l'accaparement de tout ce qui est ressources naturelles dans les pays du Sud. C'est comme ça que nous voyons la question et nous pensons que l'appel sera entendu et que nous allons travailler dans ce sens. Ouais, je suis Victor Nzouzi Mbembe, je viens de la République démocratique du Congo où je suis agriculteur. Donc je ne suis pas bureaucrate, je vis de l'agriculture. Je plante les cultures vivrières, maïs, manioc, arachide, etc. Aujourd'hui, si on parle de climat, on voit d'abord, la première victime de ces changements climatiques sont les agriculteurs, le paysan. Comme je venais de le dire dans mon intervention tout à l'heure, à l'ouverture, c'est que les agriculteurs en Afrique, ils sont plus de 80%. Et ces agriculteurs, pour planter, nous attendons la pluie. Nous n'irriguons pas, nous attendons la pluie pour planter. Et avec les perturbations climatiques actuellement, où nous plantons et il y a les inondations qui emportent nos cultures, ou nous ne plantons pas parce qu'il y a sécheresse, il ne pleut pas. Et cela fait que nous devenons des chômeurs quoi. Donc, et ça nous conduit à une migration forcée. Or, les changements climatiques, c'est l'œuvre des hommes. Ce sont les hommes qui gèrent mal la nature, qui gèrent mal l'environnement, qui polluent. Et les premières victimes sont les agriculteurs. Qui sont sans fonction, sont condamnés à migrer, aller vers la ville, donc à l'exode rural et après aller ailleurs. Mais aussi, il faut dire que les agriculteurs, à cause de la pauvreté, c'est les premiers qui sont aujourd'hui tentés à pouvoir quitter le village. Mais pourquoi on quitte le village? Pourquoi les gens migrent? À cause de la pauvreté. Mais pourquoi il y a la pauvreté dans nos pays? Alors qu'il y a toutes les richesses, cuivre, diamant, or, cobalt, bois.
mais simplement parce qu'il y a mauvaise gestion et une mauvaise gestion entretenue par l'Occident, entretenue par le multinational. On nous fait croire que les agrocarburants vont résoudre le problème de la pauvreté chez nous parce que le jatropha, par exemple, va occuper les terres non fertiles. Nous disons non. Nous, notre problème, c'est de produire des produits agricoles que nous devons consommer. Mais cette même situation d'agrocarburants frappe aussi l'Europe aujourd'hui. Beaucoup de produits, le betterave, beaucoup de produits sont utilisés pour fabriquer les agrocarburants. Le blé, même le maïs. Et pourtant, on en a besoin pour l'alimentation humaine. Donc, nous discutons de tous ces problèmes que, pour résoudre le problème du changement climatique, il ne faudrait pas aller, par exemple, puiser dans les agrocarburants pour résoudre le problème du changement climatique. Là, on investit encore dans une autre crise. Donc, voilà le genre de débat que nous faisons. Le vrai problème, ce sont ces multinationales qui causent des dégâts. Et en Afrique, même ici, qui sont en train de précariser l'emploi.